Salut à tous, je vais proposer ici une analyse de mise en scène de la BD Invincible. Donc Invincible, c'est une BD de super-héros américain, écrit par Robert Kirkman, le scénariste de Walking Dead. Et ça a d'abord été dessiné par Cory Walker, et ensuite c'est Ryan Otley qui a pris la main sur la série. Et aussi, la mise en couleur est passée de main en main à travers toute la série, mais ici ce tome-là a été colorisé par FCO Placencia, et la mise en couleur est vraiment vachement bien, et j'en parlerai d'ailleurs un peu pendant l'analyse de mise en scène. Donc certaines personnes ont entendu parler aussi parce qu'il y a eu une adaptation en dessin animé il y a pas longtemps. Et donc ici je vais faire de l'analyse de mise en scène de bande dessinée, c'est-à-dire analyser comment les auteurs vont essayer de porter un propos. Ici en l'occurrence mettre en scène un combat très violent grâce au code de la bande dessinée, donc en jouant avec la temporalité ambiguë que permet la BD, en jouant avec les juxtapositions, en jouant avec les structures de pages, en jouant avec la forme et la taille des cases et leur disposition, etc. Et le combat que je vais analyser c'est celui contre Conquest. Je ne spoil rien en disant ça, comme ça vous savez le nom du personnage, si jamais vous le voyez en anime plus tard ou quoi et que vous voulez revenir sur la vidéo pour voir un peu l'œuvre originale de comment elle a été réfléchie par les auteurs. Aussi, dernier truc, c'est que dans ce combat, il y a des scènes extrêmement violentes, et notamment contre un personnage féminin, c'est vraiment très graphique, très explicite. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, vous êtes prévenu. Donc voilà, Conquest, c'est un Viltrumite, donc un personnage extrêmement puissant, et qui débarque juste après une énorme catastrophe de le récit, et on n'a pas le temps de respirer que déjà un Viltrumite vient attaquer la Terre, et montrer clairement comme l'ennemi le plus puissant qu'a jamais affronté Invincible. Le personnage est ultra menaçant, il est vraiment une force brute, et comme c'est un Viltrium, bah ce qu'il recherche principalement c'est se faire plaisir au combat, c'est de massacrer son monde. Et forcément donc Invincible c'est une revisite du mythe de Superman, une revisite vraiment intéressante, comme dans une très moindre mesure les Dragon Ball en fait, à partir du moment où Goku est adulte, et qu'il y a les Saiyans qui débarquent etc. Et c'est vrai que moi mes références c'est davantage Dragon Ball que Superman, et donc moi quand je vois ce mec à débarquer je pense directement à Nappa, qui est aussi un combat catastrophe qui se passe dans Dragon Ball, où là aussi c'est un extraterrestre qui ressemble à un humain et avec une moustache, et qui a les mêmes origines que le héros, qui vient se confronter à lui sur Terre quoi. Et donc avant de commencer l'analyse du combat en soi, je vais rapidement parler de mise en scène type qu'il y a dans Invincible. Et donc Invincible utilise beaucoup les jeux de répétition de cases, qui est donc une astuce qui permet au dessinateur de gagner du temps, parce qu'il est toujours sur un planning extrêmement serré pour publier son histoire dans les temps, qui est donc publié d'abord sous forme de magazine, les issues. Et donc voilà, faire copier-coller une case en y mettant parfois de légères variations, c'est un truc qui lui permet de souffler, de respirer et de mieux gérer son temps. Et du coup quand on parle de répétition de cases, la majorité du temps, l'énorme majorité du temps, c'est bien à la fois une répétition du dessin et de la case qui la contient, c'est-à-dire une répétition de la forme et de la taille de la case. Vu qu'un dessin de BD se définit aussi par son contenant quand il y en a un. Mais donc compte tenu de cette contrainte-là, ce qui est intéressant c'est que les auteurs arrivent à utiliser cette répétition de manière intéressante et que ça serve pleinement à la narration et qu'on se sente pas frustré en tant que lecteur de voir des cases qui se répètent et qui n'apportent rien et même gâchent peut-être un peu le plaisir visuel qu'on peut avoir en lisant une BD. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre en valeur et de bien utiliser ces moments-là pour faire des gags, pour montrer de l'attention, pour porter un propos encore une fois. Et donc dans Invincible, la répétition est vraiment une grammaire qui est bien utilisée je trouve, mais la répétition c'est pas toujours forcément une contrainte, ça peut aussi être un choix entièrement délibéré de l'auteur. Par exemple Bastien Vives utilise ça dans ses notes de blog pour faire de l'humour absurde. Et aussi dernière précision, le copier-coller parfait n'est pas à confondre avec les moments où le dessinateur décide de répéter une scène mais en la redessinant à chaque fois, ça donne vraiment une impression différente sur la manière dont on appréhende cette image-là. Si on voit qu'elle a été redessinée, même assez parfaitement, ça se voit par certains détails, que ça n'a pas été CTRL-C, CTRL-V. C'est quand même une nuance à apporter, même si j'en parlerai pas plus en détail ici. Et même le copier-coller parfait est davantage une pratique américaine, ou de comics en tout cas, j'ai l'impression, qu'une pratique dans le manga ou de la BD franco-belge où on a plus tendance à redessiner les images. Enfin c'est une impression que j'ai en tout cas. Par exemple dans le manga c'est souvent fait pour montrer les flashbacks, mais à part ça je vois pas trop. Et donc ici, dès le début du combat, on va avoir un premier exemple de répétition de plans, de cases, qui va d'abord être là pour montrer la surprise d'Invincible face à cette nouvelle situation qui surgit et qu'il n'attendait pas. Et puis le fait de répéter cette même case qui pourrait justement montrer uniquement la stupéfaction. Le fait de montrer exactement la même case juste à côté en fait montre surtout que Invincible a une réaction extrêmement stoïque face à cette situation de danger extrême, qu'il garde une espèce de froid presque surnaturel et on le verra même presque inapproprié parce qu'il devrait un peu plus prendre au sérieux cette situation. Mais sur cette seconde case il y a un dialogue et la BD permet effectivement de montrer
montrer exactement le même physique d'un personnage, tout en le faisant ou non parler, parce que dans une BD, un personnage peut même parler la bouche fermée, il n'y a pas de souci à ça, c'est un truc qui est beaucoup utilisé. Et donc la logique physique d'un personnage de BD permet de faire des répétitions de plans avec des variations telles que le fait de rajouter un dialogue à un personnage. Et ici ça permet de montrer un personnage qui reste parfaitement immobile alors qu'il a commencé à parler entre temps. Et donc c'est bien l'idée de pouvoir comparer les deux cases immobiles l'une à côté de l'autre, et donc du fait d'avoir une juxtaposition d'images plutôt qu'un long plan qui s'enchaîne comme dans un dessin animé, qui permet vraiment d'accentuer et d'utiliser cet effet à son plein potentiel. Et donc dans Invincible, la répétition va se faire de case à case, mais aussi va parfois être utilisée pour la mise en scène du texte, où un personnage va répéter plein de fois la même phrase ou le même mot, et la bulle qui contient le mot en question va elle-même être répétée de manière identique et s'aligner directement dans la phrase du personnage. Et donc voilà, c'est une forme de répétition très différente qui n'est pas du tout due à une contrainte, au contraire des répétitions de cases, mais c'est quand même une répétition et donc ça forme une espèce de cohérence, de signature de la mise en scène à ce niveau-là dans cette BD. Une autre forme de répétition, elle beaucoup plus classique de la bande dessinée parce que ça se retrouve dans à peu près toutes les BD, c'est la répétition de la forme et de la taille de même case. Par exemple ici sur cette page de droite, on voit qu'il y a clairement 3 groupes de 2 cases identiques de même taille, et donc ces cases qui forment 3 groupes forment chacune une séquence précise qui forme un petit tout en soi, même si bien sûr c'est inscrit dans la narration dans sa globalité, de la page dans sa globalité. Les cases sont faites pour s'enchaîner les unes les autres, et du coup sur cette page, les 3 groupes distincts, on l'a vu dans le premier groupe qui forme le premier strip, c'est simplement la première réaction d'Invincible à l'apparition de Conquest qui est montrée. Ensuite le second groupe qui sont 2 cases qui prennent un strip de leur entièreté, donc le groupe qui forme le strip numéro 2 et numéro 3. On voit clairement un dialogue où Conquest émet un énoncé auquel va répondre Invincible, et donc le fait qu'on ait donné un dialogue c'est montré déjà parce que Conquest est à gauche et Invincible à droite, donc ils se regardent, ils se font directement face dans l'espace de la page en quelque sorte. Puis il y a l'idée d'un plan en plongée puis en contre-plongée, le fait qu'ils soient tous les deux montrés avec un plan qui a plus ou moins le même éloignement, et puis enfin donc le truc que je dis c'est qu'ils sont tous les deux dans des cases qui se font écho l'une à l'autre au niveau de leur taille et de leur forme, et en plus qui s'enchaînent directement. Et voilà, tous ces éléments sont là pour mettre en avant de manière très directe pour le lecteur qu'on est face à un dialogue, et donc de vraiment prendre ce moment-là, ce texte, ce moment de lecture, comme un énoncé, une réponse directe à cet énoncé. Et bien sûr cette idée de énoncé-réponse est compréhensible en soi dans la logique de narration, mais c'est important de mettre en scène la logique de base de narration et de comment on veut la raconter et la mettre en avant et la valoriser. Et puis dans le dernier groupe de cases qui forme le 4ème strip, on a 2 cases assez grandes, plus ou moins carrées, qui déjà on peut le mettre en comparaison par rapport au premier groupe qui montrait 2 petites cases très étroites, et donc le fait de montrer des cases plus grandes pour conclure ce dialogue, ça montre aussi la montée d'intensité, et ça c'est montré en plus grâce au zoom également bien sûr. Et on peut aussi comparer ce dernier groupe de cases au second groupe de cases qui elles étaient montrées l'une au-dessus de l'autre, donc avec une espèce d'ascendance pour Conquest en plus grâce à la contre-plongée et tout ça. Et tandis que ce dernier groupe de cases, on montre enfin alignés l'un à côté de l'autre dans un même strip, Invincible et Conquest, et donc on a plus une idée de confrontation et qui sont mis l'un à côté de l'autre directement, moins séparés dans la mise en scène. Avec en plus le fond qui a aussi disparu parce que les visages sont très rapprochés, et donc la chair se mélange aussi directement. On a déjà un rapprochement par la mise en scène avant même qu'il y ait eu un vrai rapprochement physique. Et donc ici la phrase qui était prononcée juste avant par Invincible est continuée et conclue, et donc le fait d'avoir découpé son monologue pour mettre sa phrase de conclusion, sa punchline en valeur, en avant, dans une case à part, en plus qui a été mis en gras avec une bulle aussi qui a un contour plus épais, et en plus dans une case plus étroite, moins chargée d'éléments graphiques, et qui met donc davantage en valeur le texte, d'autant plus que le dessin de cette case se concentre sur la bouche qui émet le texte. Et on peut aussi noter que la transition entre ces 2 morceaux de dialogue sont accentuées par le fait que la phrase termine par des points de suspension et reprend par des points de suspension. Donc tout ça est là pour valoriser ce bout de texte précis qui est la conclusion, la punchline encore une fois. Et puis on a Conquest qui lui répond avec un plan plus éloigné, donc on montre qu'il est plus calme qu'Invincible, et donc justement le fait que ces 2 cases soient mises l'une à côté de l'autre et en plus de même taille et de même forme, a tendance à nous pousser à les comparer l'une par rapport à l'autre, et donc se dire ah tiens il y a un plus gros zoom sur Invincible que sur Conquest, et donc Conquest est plus calme qu'Invincible. Donc vous voyez l'intérêt que ça peut avoir au niveau de la compréhension du sens, le fait de diviser en petites séquences sa narration via des cases, qui est quelque chose qui se remarque très fort et très facilement pendant notre lecture, et qui peut nous pousser à comparer les cases de même taille les unes par rapport aux autres, mais aussi des groupes de cases par rapport à d'autres groupes de cases qui sont directement visibles en même temps sur une double page. Et donc ça ajoute pas mal de niveau de profondeur à notre lecture, même de manière assez instinctive, ce qui est très cool. Mais donc ça, comme je dis, c'est un truc qui est fait dans énormément de BD, mais dans Invincible je trouve que c'est particulièrement utilisé et particulièrement voyant. J'ai l'impression que dans les BD en général,
à moins que ce soit un gaufrier ou vraiment des modèles très précis du genre. Dans la plupart des BD, j'ai l'impression que les cases ont tendance à davantage varier, tandis que dans Invincible, il y a vraiment une réflexion et quelque chose de très poussé au niveau de l'idée de faire des séquences de cases de même taille, et que c'est énormément et presque constamment utilisé dans chaque page. Et comme c'est une mise en scène qui a l'air de tenir très à cœur aux auteurs, plus que de la moyenne des BD, bah c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder quand on fait l'analyse d'Invincible, je pense. Et que c'est un type de parti pris de mise en page, de mise en scène, qui peut avoir l'air d'émerger assez naturellement dans une BD où on utilise beaucoup la répétition des images. Parce qu'encore une fois, souvent dans une BD, répétition d'images veut dire répétition de cases, de formes de cases, etc. Et qui dit répétition de cases de même taille, dit souvent séquence narrative. Et juste dernière précision par rapport à cette idée de séquence, c'est simplement que la relation qui se fait entre deux cases de même taille et qui sont jointes de la relation et dans le sens qu'elles ont, elles ne doivent pas forcément se suivre directement dans l'ordre de lecture et donc ne pas forcément être juxtaposées l'une à côté de l'autre. Et puis aussi j'insiste à chaque fois que les cases d'une même séquence ont la même taille, mais c'est pas aussi simple que ça. Par exemple sur une page où il y a deux grandes cases rectangulaires, même si elles ne sont pas exactement la même taille, ces deux cases risquent quand même d'avoir un lien entre elles parce qu'elles ont une forme atypique au sein de leur propre page et donc elles contrastent par rapport aux autres et on a tendance à les relier. Et que la variation de taille entre ces deux cases semblables peut aussi signifier quelque chose en soi dans la narration. Et du coup voilà, maintenant que j'ai bien introduit le concept, ce truc des séquences avec les cases, je vais pas en parler systématiquement de l'analyse du combat, ce serait trop fastidieux. Je reviendrai dessus en détail quand ce sera vraiment important. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez repérer par vous-même en regardant les pages. C'est un truc qui devient assez flagrant une fois qu'on le conscientise pleinement, même si c'est assez intuitif déjà en tant que lecteur à la base. Et voilà, le combat commence très rapidement avec Invincible qui dit qu'il avait justement besoin de se défouler sur quelqu'un et donc sur le moment on voit qu'il a pas trop le recul de se rendre compte à quel point il est en danger. Et du coup Conquest est arrivé en fin de chapitre 2 et ce chapitre se termine sur Invincible et Conquest qui se chargent dessus sur une pleine page. Et le chapitre 3 commence avec une pleine page où Invincible et Conquest se chopent mutuellement. Et directement on enchaîne avec une illustration pleine en double page et puis encore juste après on a de nouveau une mise en page qui rompt avec la mise en page normale où on a trois grandes cases étalées sur la double page et qui donc forment une espèce de fresque. Et puis enfin on va revenir sur une double page plus normale avec une disposition des cases classiques. Mais donc voilà, cet enchaînement de grosses illustrations et de grandes doubles pages dès le début du combat est là pour bien asseoir le fait qu'on va être face à quelque chose de particulièrement impressionnant parce que là les deux adversaires se sont juste foncés dessus mutuellement et on a déjà pris beaucoup de pages pour raconter rien que ça et on a bien pris le temps de montrer les conséquences, notamment le fait d'avoir montré les ouvriers en avant-plan donc des humains normaux qui subissent cette action. Et donc sur cette double page avec les ouvriers, ce qui est cool c'est qu'on peut commencer déjà à voir que les auteurs font assez attention au niveau de la mise en scène des typos et des typos choisis, des couleurs, etc. Aussi on a une typo plate mais qui va être mise en perspective dans le dessin, donc en arrière-plan par rapport aux ouvriers et aux bâtiments, et qui donc va avoir une espèce de présence physique alors que c'est qu'un son, et va même ressembler à une espèce d'explosion à elle toute seule, alors que c'est jamais que du son qui est propagé de leur impact qui est vraiment terrible. Et donc sur la double page juste après celle des ouvriers, où c'est Conquest qui va réussir à repousser Invincible, c'est assez cool parce qu'il va y avoir une utilisation d'une case qui s'étend sur deux pages, où il y a une utilisation du pli du livre entre les deux pages en vis-à-vis pour accentuer les dégâts faits sur la ville et sur Invincible, en disposant un bâtiment qui s'effondre de chaque côté de cette case. Et c'est quelque chose qui sera encore utilisé plus loin, où le fait d'utiliser le pli, donc le fait qu'il y a quelque chose de physique qui vient séparer les pages et qui est très voyant pour accentuer quelque chose qui vient se briser. Et donc sur cette double page, on voit de nouveau deux groupes différents qui se font entre des cases. La première et la troisième case, et la deuxième case qui elle est centrée et ne déborde pas contrairement aux deux autres. Où la première et la troisième case vont montrer l'action et sa conséquence, et la deuxième case va être davantage là pour accentuer la scène et donc plus facultative. Et puis ensuite il y a Conquest qui fait son premier monologue, et ça c'est un truc assez typique des combats d'Invincible, où les personnages discutent vraiment beaucoup en se bataillant, et notamment beaucoup aussi dans les moments d'action où ils sont vraiment occupés de s'échanger des coups à une vitesse complètement surhumaine, mais ils papotent tout en faisant des actions qui sont montrées comme instantanées. Donc voilà, ça c'est un truc que permet la BD et que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un truc sur lequel je reviendrai aussi un peu plus tard, pendant vraiment les moments d'action où il est vraiment occupé de papoter tout en attaquant, parce que là les auteurs profitent d'une pause pour faire discuter à son aise Conquest. Et donc sur les pages d'après on revient sur une mise en page plus classique, et donc le fait que toutes les pages d'avant étaient montrées comme des compositions en pleine page, voire en pleine double page, ça montrait que tout ce moment était une séquence en soi, qui est donc la séquence d'introduction du combat, de la première charge entre les deux adversaires, et le fait maintenant qu'on passe à un nouveau rythme de mise en page montre qu'on arrive sur une seconde phase du combat, où il va y avoir un nouvel échange de coups, qui atteindra son apogée avec une nouvelle mise en page étalée sur une double page, pour ensuite arriver à une troisième phase de combat qui donc repartira sur une mise en page normale, etc., etc. Donc vous voyez, les séquences peuvent se montrer par le fait de répéter des cases entre elles, mais aussi en faisant répéter des types de mise en page entre elles
entre différentes doubles pages. Et par exemple le fait de conclure le chapitre 2 avec une pleine page et de le commencer avec une nouvelle pleine page, et en plus que ces deux grosses illustrations montrent clairement un enchaînement comme il pourrait se faire un enchaînement entre deux cases, c'est-à-dire deux personnages qui se foncent l'un sur l'autre, et puis le moment où ils s'accrochent, et bien tout ça aide à relier la rupture qui se fait entre les deux chapitres, et à renforcer vraiment l'idée de continuité. Encore une fois, c'est la narration, ce qu'on est occupé de nous montrer, et la mise en scène du dessin, qui montre les liens qui se font. Et du coup, Invincible va interrompre ici le monologue de Conquest. Et là, c'est un mini détail, hein, mais comme ça je le dis au moins une fois, le fait ici, pas donc Invincible repousse Conquest vers la droite, et donc Invincible repousse Conquest dans le sens de lecture, va aider sur la dernière case à fluidifier la narration, et donc en tant que lecteur, on accompagne du regard dans le sens de lecture le mouvement d'Invincible qui nous amène sur la page d'après. Si ça avait été dans le sens inverse, ça aurait été beaucoup moins efficace et agréable à la lecture. Et donc voilà ici le fait que la typo de choc soit en orange et la typo de mouvement soit en bleu, ça aide encore davantage à bien définir les rôles qu'ils ont mutuellement. Et en plus le fait que le fond soit gris-bleu, je trouve que le fait de montrer le whoosh du mouvement de Invincible, qui se fond davantage dans le décor que l'impact du coup, ça aide bien à représenter cette idée que la typo bleue représente un mouvement et donc se fond davantage dans le décor, ça semble assez logique en fait. Ça en plus du fait que Invincible est bleu, et donc le whoosh qui a la verticale au même titre qu'Invincible, les deux viennent accompagner un même mouvement de verticalité quoi. Et ce truc des onomatopées colorisées, c'est aussi quelque chose qui va se retrouver un peu après, avec Omniman Kid qui lui va avoir des onomatopées, des lignes mouvement mauve comme sa peau, et Atom Eve elle aussi va être accompagnée de sa couleur caractéristique. Et donc c'est un mini ajout qui vient encore personnaliser davantage les personnages et les singulariser visuellement, et en plus ça permet aux auteurs de caractériser un personnage uniquement par l'onomatopée et donc de lui faire une action depuis un hors-champ, et que nous on sache parfaitement qui a fait cette action là grâce au code couleur. Donc c'est un truc qui est un peu un artifice à la fois fun mais aussi qui peut servir à de la mise en scène. Il y a aussi un truc que les auteurs vont faire beaucoup, vous voyez ici, c'est faire dépasser des éléments de la case pour renforcer l'idée que quelque chose vient depuis l'extérieur pour frapper, ou ici par exemple que la frappe vient repousser Conquest, donc la typo semble davantage sortir de la case, et au contraire la typo whoosh bleu renforce la pression de charge, comme si Invincible venait depuis l'extérieur de la case pour charger Conquest. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être beaucoup utilisé, le fait de faire dépasser des éléments et pas que des typos, hein, très loin de là, pour renforcer des corps, etc. Ça je reviendrai assez peu dessus dans mon analyse, c'est quelque chose qui est assez visible et assez intuitif et compréhensible directement. Donc j'appuierai dessus quand ça me semble intéressant d'appuyer dessus. Et du coup sur la page d'après, on a une composition verticale, donc pour accompagner le bâtiment, on va voir sur le strip vertical tout à droite, 3 cases de même taille où on va voir le bâtiment s'effondrer petit à petit. Donc encore une fois, ces 3 petites cases montrent une séquence en soi, mais le fait que les 5 cases soient des grandes cases verticales montre aussi une sorte de séquence en soi, même si les cases ne sont pas tout à fait la même taille, on voit quand même qu'il y a une espèce de logique globale de composition dans cette page d'un bâtiment quoi. Donc vous voyez, le fait de composer des séquences précises via les cases n'est pas aussi strict que de se dire il faut forcément qu'elles soient de même taille. Et ici il y a 2 trucs que j'aime bien. Dans la première case, c'est le fait de montrer la ligne de mouvement de Invincible qui part vraiment de tout en haut pour rejoindre Invincible sous forme d'arc de cercle, et donc ça scinde vraiment déjà le bâtiment en deux, ça le découpe déjà, et ça je trouve ça vraiment cool, cette ligne de mouvement opaque qui vient découper le bâtiment qui sera donc effectivement découpé sur la case juste après, et vient se scinder en deux. Et donc cette ligne de mouvement opaque en plus est plus ou moins parallèle à la typo rouge de la deuxième case, qui est elle vraiment cool aussi. Et donc tous ces éléments viennent accentuer le fait que le bâtiment vient d'être scindé. Et le choix de typo je trouve vraiment bien utilisé, donc ici le choix de typo est rouge, mais le fait qu'il y ait une répétition des lettres, il y a beaucoup de R et de M principalement qui sont répétés, ça accentue vraiment cette idée de tremblement, en plus le fait de la disposition des lettres qui sont vraiment de haut en bas, haut en bas, haut en bas. Donc tout ça vient aider à cette idée de répétition, et en plus aussi la typo choisie, le fait que les R et les M répètent aussi cette même forme rectangulaire qui s'enchaîne, le vide qu'il y a pour former la lettre, le fait que ça se répète comme ça aide encore plus à cette idée de tremblement je trouve. Tout ça en plus de ce truc que vous avez sûrement déjà remarqué, qui a une ombre, une sorte de reflet en arrière qui vient encore dédoubler une fois la typo et encore ajouter un effet de tremblement qui en plus inverse de côté de bas en haut de la typo, ce qui renforce encore une fois cet effet. Donc voilà, vraiment beaucoup de petits détails qui viennent s'épauler les uns les autres, et c'est assez chouette. Et typiquement c'est le genre d'onomatopée que j'ai pas tendance à lire parce que visuellement elle fait pleinement son taf, on a pleinement l'impression et le ressenti qu'il faut grâce à la couleur, grâce au choix de typo, grâce à la disposition des lettres. Tout ça fait qu'on ressent pleinement l'intention de cette onomatopée et qu'on n'a même pas besoin de la lire pour l'apprécier pleinement en fait. Et donc voilà, ici on a vu 4 différentes mises en scène pour accentuer l'effondrement d'un bâtiment. D'abord le pli de la page, ensuite la ligne de mouvement, ensuite la typo, et ensuite l'enchaînement de 3 cases verticales qui donc descendent en même temps que le bâtiment s'effondre. Et donc c'est 4 éléments verticaux qui viennent renforcer cet effet là, et c'est très cool cette variété.
Ici on voit que Conquest après ce coup s'en fout complètement et est pleinement intact. Et il vient repêcher Invincible et ici on a de nouveau une mise en scène de texte qui est assez cool via les bulles et via le fait que la typo est plus grosse et plus carrée quand il se répète. Donc c'est encore et puis je veux encore qui est encore plus accentué. Le encore est montré par une bulle de cri et le je veux encore est montré par une bulle beaucoup plus structurée mais cette fois-ci entourée d'un rouge foncé comme ça. Et ça c'est un peu dur de mettre des mots dessus parce que c'est un ton que la bande dessinée arrive à donner à des voix, entre guillemets des voix parce que les personnages n'ont pas de voix évidemment. Mais voilà c'est un ton particulier, vraiment unique, grâce à la voix qui est graphique dans une BD. Donc voilà, c'est un peu dur à décrire, mais je trouve que ce contour de bulle rouge est quelque chose qui vient comme souligner le texte, qui rend vraiment bien, je trouve, donne vraiment ce côté implacable au perso. Parce que la bulle de cri donne un aspect beaucoup plus explosif à la parole, et c'est ici directement contrasté par rapport à la parole qui, elle, est la plus mise en avant dans ce dialogue, qui est beaucoup plus intense alors qu'elle n'est pas mise dans une bulle qui s'éclate, quoi. Donc il y a une espèce d'impression de puissance extrêmement contrôlée et menaçante, plus que si c'était de la sauvagerie, là c'est vraiment de la brutalité contrôlée. Et puis Invincible va donner un premier coup signature de cette bande dessinée qui est le fait d'écraser les tempes de son adversaire de chaque côté avec les poings, qui est un coup qui généralement signifie que ça fait très mal. Donc voilà, ça c'est un coup signature de cette BD, c'est comme ça, c'est assez cool je trouve. Et on a d'ailleurs pour la première fois Conquest qui donne des signes de douleur, donc c'est pas mal. Et puis donc juste après on a deux cases de même taille qui font vis-à-vis des persos, donc là, on a vraiment cette idée de VS, de duel. Et puis juste après on a à nouveau une séquence avec cette fois-ci 4 longues cases verticales, où on a ce second coup signature de la BD Invincible, qui est une projection progressive montrée via des cases verticales qui s'enchaînent et qui t'amènent jusqu'à l'espace. Donc voilà, c'est assez marrant. C'est un truc qu'on va retrouver, je sais pas, 3-4 fois, je sais pas trop dire, dans cette BD, et qui est assez cool, ça montre bien la démesure du truc. Avec ici, ce qui est assez malin, donc c'est le zoom progressif qui se fait sur les persos, tout en faisant un dézoom progressif sur la Terre. Et donc sur cette dernière case, on voit Invincible donner un dernier coup de poing avec son poing gauche, et Conquest a disparu du plan, donc c'est parfait pour mettre une transition, pour mettre un moment de qu'est-ce qui se passe, vu qu'on ne voit plus Conquest. Et donc sur la double page d'après, Invincible donne un coup de poing, cette fois-ci du poing droit, et on voit Conquest encore occupé de se faire frapper, et donc voilà, c'est le poing plus Conquest qui réapparaît. C'est un très bon moyen d'amener cette transition entre ces deux pages. Donc voilà, malgré ce super coup, Conquest crache à peine un peu de sang, il est quasiment intact, donc ça montre à quel point le mec il est vraiment terrifiant parce que on lui a enchaîné des coups de poing jusqu'à l'espace et le mec il va bien quoi. Et du coup à ce moment-là du combat, on nous a déjà montré énormément de choses complètement démesurées en termes de puissance, et pourtant Conquest a l'air de s'en foutre complètement quoi. Et donc nous en tant que lecteurs on peut se dire mais qu'est-ce que les auteurs vont devoir inventer pour venir à bout de ce personnage, que ça soit en termes de clés de narration, donc de trouver un moyen de comment il va être tué dans la narration, et aussi en termes de mise en scène, parce que si la mise en scène est déjà extrêmement impressionnante en début de combat, et que Conquest est complètement intact, qu'est-ce qu'il va falloir comme histoire et comme mise en scène pour revenir à bout, et donc comme narration en fin de compte. À quel point est-ce qu'il va falloir exagérer et trouver des astuces de mise en scène démesurées pour venir à bout à ce personnage qui a l'air imbattable. Et donc ça c'est un truc vraiment cool en tant que lecteur de la part des auteurs, c'est de nous gâter à ce point-là en termes de mise en scène, en termes de démesure, dès le début du combat, et donc on est dans une espèce d'expectative de se dire oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer après, à quel point ça va aller encore plus loin que ça. Et puis donc Conquest chope Invincible et le ramène sur Terre, et donc là on a un changement de couleur, et plus tard encore les personnages vont à nouveau bouger d'endroit, on va revenir à nouveau à un bleu-gris. Donc là je sais pas trop si à ce moment-là ils sont revenus de la même ville, ou s'ils ont beaucoup bougé, ou alors est-ce qu'ils ont changé de fuseau horaire, je sais pas trop pourquoi il y a eu un changement de couleur de fond, pourquoi c'est plus bleu-gris à ce moment du récit. Et donc une fois à nouveau sur Terre, Invincible, on lui montre un enchaînement de coups, 3 coups sur Conquest qui sont montrés avec une vue éloignée et des cases plus ou moins étroites qui sont mises en contraste avec la grosse case de fin de page, et qui en plus est montrée avec un gros plan où Conquest décide de donner un vrai coup de poing. Et donc voilà, c'est le vis-à-vis direct entre ces deux types de mise en scène d'attaque qui montre donc la différence de niveau entre les deux persos. Et ça c'est un truc important dans la BD, c'est le fait qu'on peut directement comparer, nous en tant que lecteurs, des images entre elles quand elles sont dans un espace directement visible, c'est-à-dire sur une même double page. C'est pas juste nous montrer d'abord un dézoom et puis un zoom, c'est le fait de nous montrer un dézoom et un zoom en même temps sur la même page qui nous permet de prendre pleinement conscience de ce qu'on est occupé de nous raconter. Et ça c'est vraiment un élément clé à comprendre dans l'analyse de mise en scène d'une BD, que l'analyse d'une image seule dans une page est toujours à prendre en compte avec le reste des images qui l'entourent, et que du coup le sens
qui se crée dans une BD se fait à la fois dans l'ordre de lecture linéaire, mais aussi potentiellement dans tous les sens à travers les images. Et que ces liens peuvent se faire aussi à travers des pages plus éloignées, mais les liens très directs sont, je pense, ce qu'il y a de plus essentiel et de plus important dans l'expérience de lecture, et puis dans l'analyse de mise en scène si on veut prendre un peu plus de recul et vraiment s'attarder là-dessus, quoi. Et juste après, donc sur la page de droite, on a un truc assez cool. Donc il va y avoir une petite interlude où on va montrer Kid qui décide de partir pour le combat. Mais cette interlude, c'est marrant parce que à la fois elle coupe le combat et à la fois la grande case verticale de gauche où on voit Invincible tomber est directement reliée aux cases de combat qui continuent après l'interlude. Et donc c'est comme s'il y avait une interruption et en même temps pas une interruption, et c'est extrêmement bien fait, je trouve, extrêmement bien pensé. Et ce qui est marrant surtout, c'est qu'on va avoir un type de mise en scène très proche d'une analyse de Dragon Ball que j'avais fait du premier combat de Goku contre Vegeta sur Terre. On va nous montrer ici Invincible prendre un premier coup donc sur la page de gauche, et puis on peut voir que sur le bas de page, en fait, il est complètement aligné et enchaîné directement par Conquest. Et donc c'est comme s'il était maintenu avant qu'il n'ait eu le temps de réagir par Conquest dans un enchaînement infernal. Du fait qu'il est montré principalement en bas, la grande case verticale, elle a l'air de pouvoir se lire directement avec la case plus en ombre, même si normalement avant vient la case où Invincible est occupé d'essayer de se remettre sur pied. Mais il n'a pas le temps de le faire, quoi. Donc le fait vraiment qu'il est maintenu en bas de page comme ça, dans un enchaînement de Conquest, c'est quelque chose que je trouve vraiment qui est fort visuellement et qu'on retrouve dans Dragon Ball, donc c'est assez marrant encore une fois. Et que si on arrive à trouver plusieurs fois ce type de mise en scène dans des BD de bagarre, on pourra commencer à parler d'un type de mise en scène typique pour un combat de bande dessinée, et ce serait trop cool. Et du coup on a Kid Omniman avec sa tête de sale gosse que j'aime bien, qui débarque dans le combat depuis l'extérieur de la page pour accentuer le fait qu'il vient d'essayer de s'introduire dans une scène. Donc c'est ici sur cette première case, il est à la fois dans la case et à la fois en extérieur, mais dans le strip d'après, dans cette petite séquence de 5 cases de même taille, on voit que Kid Omnikid n'est pas assez puissant et pas assez rapide pour ses personnages et qu'il n'arrive pas à les rattraper. Et la mise en scène est assez chouette pour montrer qu'il est trop lent, ou Kid a vraiment un zoom progressif qui doit se faire sur un temps plus long par rapport au combat qui lui se dézoome très rapidement sur uniquement 2 cases. Et le fait aussi de faire parler Kid en fin de strip, ça accentue aussi sa lenteur parce que ça donne davantage une idée de temps qui s'écoule et qui traîne par rapport à l'instantanéité muette du combat. Et du coup ici on a Invincible qui est expulsé à travers un bâtiment, et juste en bas on a une case un poil plus grosse où c'est Conquest qui le poursuit et qui lui sort de la case depuis la droite, et qui donc en comparaison montre qu'il va rattraper Invincible. Ça plus le fait que sur la première case on peut remarquer, même si c'est pas obligé pendant la lecture rapide, que Conquest est montré en petit à gauche, et donc voilà, il y a à nouveau un effet de rapprochement hyper soudain pour montrer sa rapidité, plus le fait que la typo aussi qui montre qu'il traverse le bâtiment est plus grosse que la typo qui accompagnait Invincible. Dans ces 2 cases comparées et directement juxtaposées, tout est là pour montrer que Conquest est beaucoup plus démesuré en tout point par rapport à Invincible. Et un truc à noter, je sais pas si ça va être hyper compréhensible, mais c'est le fait que donc Invincible n'est plus du tout présent sur la seconde case, là où il y a Conquest. Et donc ça montre quand même qu'il a eu le temps de largement disparaître. Et donc on sait pas où il se situe à ce moment-là, quoi. Mais vraiment, encore une fois, c'est la comparaison entre les 2 cases qui montre que Conquest est plus rapide et va le rattraper parce qu'il est plus en avant de la composition de la page par rapport à Invincible. Et donc c'est ça qui compte, c'est encore une fois la comparaison entre les cases qui suggère la vitesse de l'action. Parce qu'en soi, Invincible est hors champ et donc on sait pas ce qu'il fait à ce moment-là. S'il est très loin, s'il s'est rattrapé ou pas. Mais donc juste après, Invincible commence à paniquer et à demander à Conquest de s'arrêter. On va voir une répétition qui va montrer la panique écoute-moi, écoute-moi, qui est un truc qui sera à nouveau utilisé un peu plus loin. Et à partir de là, le combat va devenir plus bavard. Et donc là, je vais faire une mini parenthèse sur le fait de bavarder pendant un combat en BD. Parce que bavarder pendant un combat dans une BD, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une signature de ce médium, quoi. Où on va avoir des scènes qui vont montrer un instantané, une action extrêmement rapide, qui est mise en contraste avec des dialogues parfois extrêmement longs, et qui donc montre une énorme contradiction temporelle. Et pas que dans les combats, hein, mais dans les combats, c'est d'autant plus flagrant, en général, parce que c'est des moments d'action. Si on a l'habitude de lire une BD, en fait, c'est pas du tout un souci. Et même je trouve que c'est un des plaisirs dans les combats de bande dessinée par rapport aux dessins animés, etc. Le fait que la joute verbale soit pleinement permise, que les adversaires puissent papoter, exposer une thèse, en échangeant des coups rapides comme l'éclair, j'aime vraiment beaucoup ça. Dans un film ou un dessin animé où le temps s'écoule de manière plus logique et proche de notre réalité, ça peut avoir tendance au contraire à me sortir de la fiction, mais pas du tout dans une BD. Et même pour prendre un exemple simple, Goku qui crie Kamehameha, ça ne sera jamais mieux que dans le manga en fait, car on s'en fout que ce soit un mot à rallonge à prononcer dans des combats à vitesse surnaturelle. Et même
même pour aller plus loin, le fait de crier le nom des attaques, je sais pas si c'est un truc qui a été inventé dans le médium manga à la base, mais ça m'étonnerait pas du tout en fait. C'est typiquement un truc folklorique qui peut émerger naturellement dans un médium à la temporalité aussi bizarre que la BD, et qui une fois retransposé en dessin animé demande des adaptations, raccourcir des dialogues, les présenter complètement différemment, mais vraiment pendant les moments d'action où les personnages parlent trop dans les dessins animés, j'ai vraiment du mal à suspendre mon truc là, comment ça s'appelle, à suspendre mon incrédulité, ma crédulité, je sais plus. Et puis il y a Omni-Man Kid qui débarque avec sa chouette dégaine de sale gosse encore une fois pour sauver son frère. Et ça c'est un truc dont je parlerai peut-être après, mais c'est juste pour dire vite fait, c'est que pour surprendre dans une BD, encore une fois, vu qu'on peut avoir visuellement toutes les actions d'une double page en même temps, on peut se spoiler une double page, la fin d'une double page avant même d'avoir commencé à la lire par exemple. Le seul moyen de surprendre, de mettre un vrai élément de surprise dans une BD, c'est la première case d'une nouvelle double page. Et donc voilà ici Omni-Man Kid qui débarque sur la première case de la nouvelle double page pour accentuer l'effet de surprise. Et même cette petite phrase qui dit attention à la raclée, selon le moment où il le dit, en fait, il faut qu'il le dise au moment où il a déjà chopé Conquest, ce qui est donc montré ici. Mais souvent dans les films et les dessins animés, tu commences à faire ton cri de guerre et ta punchline, etc. juste avant de surprendre l'adversaire, ce qui semble souvent un peu débile, parce que normalement un adversaire aux réflexions naturelles, il a le temps de te choper à peine t'as commencé à apprendre c'est ta phrase quoi. Encore une fois dans la BD, la temporalité permet de faire ce genre d'actions qui peuvent sembler absurdes autrement. Et puis Marc, invincible, il sauve son petit frère, qui sinon va se faire tuer parce que encore une fois, je suis occupé de papoter et de raconter des trucs de mise en scène, mais vraiment c'est un moment dramatique, extrêmement tendu, on a peur pour la vie des personnages et de ce qui va leur arriver. Conquest est vraiment un monstre, il est vraiment horrible, hein, il est vraiment super intimidant, visuellement il est trop génial. T'es vraiment extrêmement tendu en lisant cette scène dans la BD. Et donc Conquest continue de provoquer Invincible et de ne pas l'achever directement, et qui est donc aussi un truc de plot scénaristique qui peut souvent être un peu chiant, du méchant qui n'achève pas le héros alors qu'il pourrait et il va finir par perdre parce qu'il l'a pas fait quoi, parce qu'il l'a pas achevé plus tôt. Mais là vraiment c'est pas juste le méchant qui profite de sa position de supériorité pour faire le malin, c'est vraiment Conquest qui provoque, qui veut un maximum pousser Invincible à se surpasser pour l'exploiter à son plein potentiel et avoir le meilleur combat possible qui soit, parce que c'est tout ce qui compte pour lui en fait. Donc je trouve que ça se justifie très bien ce truc qui normalement est souvent assez chiant et qu'il a des vraies raisons qu'on comprend de garder le héros en vie à ce moment-là. Et donc nouvelle double page qui permet à nouveau donc de faire une première case de surprise qui est le premier coup de boule que va donner Invincible dans le combat. Le coup de boule sera la clé, hein, comme on va le voir, et qui donc est montré avec un gros plan pour bien montrer l'impact. Et juste après on va avoir un enchaînement de petites cases, on va montrer Conquest comme subir des coups, mais montré de manière éloignée et dans des petites cases, qui est donc encore une fois quelque chose qui va amoindrir l'impact des coups. Et c'est d'ailleurs ce que Conquest va dire, petit, si c'est toute la force dont tu disposes, ça va mal tourner pour toi. Donc même s'il a l'air de cracher du sang, en fait le mec il subit rien du tout. Et donc on voit ici deux groupes de cases, la première et la dernière case, et le petit strip du milieu, qui sont donc deux groupes distincts avec des cases de même taille. Où d'abord donc sur la première case on a le gros plan qui montre un coup qui a l'air de vraiment porter, où Conquest même est ravi en disant on y est presque. Mais après c'est relativisé avec Invincible qui montre au gros plan, mais Conquest qui rattrape son point et donc il fait une espèce d'éloignement du plan sur cette dernière case de la page. Et donc via la mise en scène et malgré cette nouvelle grande case, Conquest relativise les coups d'Invincible. Et puis ce chapitre 3 se conclut par deux pages qui vont montrer Cécile impuissant face à la situation tout simplement. Et l'illustration de l'entête du chapitre 4 nous montre un dessin particulièrement dégueulasse et affreux que haute classe sait si bien faire, de Invincible complètement amoché et à moitié crevé, plein de sang, tout tuméfié. Vraiment il dessine extrêmement bien ça, et c'est un des trucs du récit, hein, d'être satisfaisant au niveau de la conséquence des coups que l'on prend quand on est face à la force d'un mec de type Superman, qui est d'ailleurs quelque chose aussi qu'on retrouve dans The Boys, hein, le fait de montrer des vraies conséquences à la super force. Mais en plus comme on est dans un récit de Kirkman, et dans Walking Dead on a bien vu que l'auteur pouvait être très cruel avec ses personnages, et très radical, donc à la fois on s'attend, et à la fois on a d'autant plus peur pour les personnages quand on lit son récit. Et donc ça rend cette BD de super-héros vraiment atypique à ce niveau-là, et c'est cool, parce qu'elle reprend à la fois tous les codes mainstream de super-héros, mais au premier degré, contrairement à The Boys, mais les deux comics partagent certains points subversifs, on va dire. Mais bon, si vous voulez mon avis un peu général sur la série, je vais poster un commentaire sous la vidéo. Du coup, pour le chapitre 4, on a un petit moment de répit de 3 pages, une page et une double page. On va montrer Atom Eve se réveiller à l'hôpital et partir aider Invincible malgré son état. Et la liaison pour la double page qui va suivre ensuite, ça se fait par l'écran de télé de fin de page qui montre le combat diffusé en direct. Et donc le fait d'avoir déjà une itération du combat permet de faire une transition plus fluide pour la scène d'après. Mais donc sur la scène d'après, on a une double page pleine de combat qui s'impose à nous et qui est visuellement très violente.
Et si les auteurs avaient décidé d'introduire le combat de manière plus progressive, comme par exemple sur 2 pages en vis-à-vis, la violence du combat qui nous arrive de la figure aurait été beaucoup moins grande. Et en plus c'est la première fois que le dessinateur, Ryan Ottley, va mettre de l'ombre noire sur Conquest pour accentuer son aspect menaçant, ce qui est visuellement très frappant et change vraiment l'ambiance du combat dans son entièreté, je trouve. Donc voilà, même s'il y a une petite transition qui se fait grâce à l'écran de télé, le passage de la scène de l'hôpital à la scène du combat reste visuellement très impactante car très contrastée. On revient à cette idée que pour surprendre un lecteur avec un élément graphique, le mieux est a priori toujours de le faire grâce à la mécanique de changement de double page, sauf qu'ici ça se fait pas uniquement grâce à la première case de la nouvelle double page, mais grâce au contraste qui se fait entre les 2 doubles pages qui s'enchaînent l'une après l'autre. Et le contraste se fait donc par le fait qu'on tourne la page, par le changement de thématique, par le changement graphique, et aussi le passage d'un régime de mise en page classique à un régime de mise en page étalée sur une double page. Ce qui est du coup encore une fois un exemple que le sens et l'émotion qui se crée à travers la BD ne se fait pas uniquement par l'ordre de lecture, mais aussi dans l'impression globale que peut nous faire l'ensemble des scènes d'une double page. Et donc ici on a une chouette utilisation de la double page avec un effet miroir qui vient accentuer l'idée de vis-à-vis. Et on a Conquest qui secoue Invincible à gauche et à droite, et on a aussi une inversion entre la première et la dernière case. Donc voilà, à la fois les cases en miroir et les images mettent bien en avant cette idée de double inversion qui est donc une idée thématique voulue dans cette double page et appuyée. Et j'aime bien aussi dans la composition le fait qu'un invincible est placé en plein pied et qui dépasse des cases au milieu de la composition. C'est vraiment un élément qui frappe l'œil de la composition globale et qui peut nous accompagner pendant toute sa traversée. On garde cette itération d'invincible plein de douleur dans notre vision périphérique pendant toute la lecture de cette double page. Et sinon on a toujours Conquest qui bavarde et sur la dernière case il s'apprête à achever physiquement mais aussi moralement le héros en lui disant que Omniman, son père, est condamné à mort. Et du coup Conquest domine doublement Invincible, le corps imposant et debout face au corps allongé et meurtri, et donc aussi les bulles de dialogue qui s'étendent depuis le haut de la case et prolongent et accentuent la présence physique de Conquest, surtout en contraste avec la petite bulle tremblotante du dialogue d'Invincible qui est placée tout en bas. Ce qui est un rappel que dans une BD, la parole a une présence physique et les auteurs peuvent donc jouer avec ça pour leur mise en scène. Et c'est bien le contraste qui se fait entre ces 2 bulles très différentes qui nous pousse à les comparer. S'il y avait juste eu le gros monologue de Conquest et pas la bulle d'Invincible, on aurait pu quand même faire cette analyse, mais elle aurait été un peu moins pertinente, et la comparaison entre des éléments juxtaposés est encore une fois un point essentiel dans la compréhension d'une BD. Ensuite, Invincible est de nouveau sauvé in extremis de la même manière par le Kid, avec donc la typo et la ligne de vitesse qui sont tous les deux le mauve de la couleur de sa peau. Mais de nouveau ici, Conquest, même s'il est d'abord repoussé, il est montré avant tout comme dominant. Et donc Conquest envahit l'espace d'abord avec ses bulles de dialogue avant que les héros n'aient le temps de se ressaisir. Et ces bulles de dialogue sont jointes à la case directement juxtaposée, une case qui est vraiment hyper efficace, où on a une magnifique utilisation du débordement de la case, où Conquest enjambe littéralement la case pour venir vers nous en nous faisant face. C'est une mise en scène qui est extrêmement menaçante et qui fonctionne vachement bien. Avec encore une fois l'idée de l'ombre noire qui vient sur son corps et qui lui donne encore de la masse supplémentaire de la présence physique de la page. Et ensuite Conquest déboîte le bras de Omniman Kid et s'apprête à le déchirer en deux pour lui manger son cœur. Putain. Mais Invincible fonce vers le bas pour le sauver et son rapprochement est accentué par la taille de son nom qui s'agrandit progressivement et qui est finalement mis en gras dans une bulle de cri qui ouvre le bas de la case tout comme ses poings. Et encore une fois la présence physique de la bulle accompagne la présence physique des personnages et les deux peuvent se joindre ensemble pour porter un même propos de mise en scène. Et encore une fois il y a cette idée de répétition de mots et de forme de bulles qui les accompagnent pour montrer du désespoir et de la perdition chez un personnage. Et je sais que ce genre de bulles où il y a des répétitions de mots ou quoi, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent obligées, qui ont presque un truc pathologique comme ça, de devoir à tout prix lire exactement le bon nombre de mots qu'il y a dans les bulles. Mais moi c'est pas du tout mon cas, j'ai tendance à balayer du regard et juste prendre l'information qu'est censé me donner ces bulles là, plutôt que de les lire clairement, sagement, l'une après l'autre et complètement. Donc voilà encore un exemple de texte que je ne lis pas pendant ma lecture d'une BD. Puis une nouvelle double page où on a un nouveau mini passage de répit, où on retrouve en fin de double page le combat qui s'est déplacé entre temps, ce qui est assez cool pour rappeler la vitesse et l'ampleur du duel. Et après la séquence avec Kid, on introduit une nouvelle séquence où cette fois ce sera Atom Eve qui viendra à la rescousse d'Invincible, de Mark. Et nouvelle séquence veut dire nouvelle composition étalée sur une double page pour l'introduire. Et ici donc sur la nouvelle double page, l'accentuation des coups va aussi être montrée par la couleur de l'onomatopée qui va de l'orange vers le rouge. Et ça fait partie de cette catégorie dans ce combat, de la mise en scène qui va évoluer progressivement
progressivement à travers le combat pour s'amplifier, parce que 10 pages avant environ, on avait déjà eu une première itération de ça, avec une évolution de la couleur de la typo qui passait de orange pâle à orange plus foncé. Et ici donc on a cette prolongation qui part de orange foncé à rouge vif. Et pendant cette séquence de cases de même taille, Invincible est progressivement défiguré par la composition de l'image. À la fin il n'est plus qu'une espèce d'image métaphorique de la douleur. Ça fonctionne extrêmement bien de pas montrer le visage dans son entièreté, et ici uniquement la bouche qui crie et qui est ensanglantée, ça fonctionne vraiment très très bien je trouve. On a mal avec le personnage quoi, et encore une fois, l'apogée de la typo qui devient rouge, qui arrive en même temps que le visage d'Invincible qui n'est plus que représenté par du rouge. Encore une fois, la mise en scène du texte vient accentuer et soutenir le propos de l'image. Et petit détail marrant à noter dans cette séquence, c'est que d'abord le duel est montré dans le ciel, au-dessus de la mer, et ensuite pour introduire le second strip, Ryan Ottley a dessiné beaucoup de sable, un peu d'eau et un crabe, pour montrer que Conquest a atteint avec Invincible la terre ferme. Le crabe qui est donc un animal qui peut être aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme, et qui donc est parfait pour cette transition. Et la transition entre les deux images est assez violente en fait, elle est très brute, que ce soit par la transition entre une case énorme qui prend une double page complète au niveau de la largeur, à une toute petite case, et aussi au niveau de la transition des dessins qui est vraiment brute. Et cette transition très brute est cool pour montrer la rapidité, mais avec le petit crabe et tout, ça reste en même temps didactique pour quand même aider le lecteur à un minimum spatialiser l'action. Mais sur la page juste après, on verra ensuite le trajet qu'ils ont fait, et on peut mieux reconstituer l'action dans son entièreté. Plage, forêt, ville, montagne. Et même si on tique sur ce premier strip pendant la lecture, en trouvant bizarre cet enchaînement de lieux, c'est pas grave, on est dans l'action avec le héros, on subit un enchaînement qu'on n'a pas l'occasion de bien comprendre, et en plus ce sont des cases muettes, on passe normalement assez rapidement dessus, et l'explication graphique plus claire vient juste après, donc c'est intéressant, il y a une espèce de tension entre confusion voulue, et en même temps ne pas laisser trop traîner ça pour ne pas perdre le lecteur. Et c'est assez audacieux et plutôt bien fait, hein, c'est cool, les auteurs se permettent rarement ce genre de risque. En général on cherche quand même à ce que ça soit le plus clair possible tout le temps, et de manière continue, constante quoi. Et vraiment cette petite case avec le crabe ajouté pour vraiment accompagner le lecteur, essayer de le prendre par la main un maximum, ça sent un peu comme ça le bricolage je trouve, et j'aime vraiment beaucoup ça. Encore une fois, j'ai envie d'insister sur ce mot, pour moi c'est vraiment une mise en scène risquée, et ça vaut le coup d'insister là-dessus que c'est vraiment un risque. Et juste rapidement, parce que sinon je vais m'en vouloir de pas l'avoir dit, c'est que c'est très facile de revenir en arrière dans une BD pour vérifier quelque chose, et donc une fois que t'es sur la page où l'explication est plus claire, c'est facile de retourner la page de l'autre sens et d'aller comparer les deux pages recto verso. C'est pas aussi dur que dans un film ou un dessin animé où rembobiner est vraiment une transgression de le rythme de l'œuvre qu'on est occupé de regarder. De la BD, les allers-retours sont une mécanique pleinement intégrée et naturelle dans le médium. Et du coup maintenant c'est rose partout parce qu'il y a Atom Eve, et j'aime bien la case où le héros est terrifié de la voir. Il est bien écrasé et enfermé dans sa toute petite case, littéralement cerné de toutes parts dans la composition, et le dessin de son visage vu du dessus accentue très bien ce sentiment. On a ensuite une des scènes les plus violentes dans cette série, qui est vraiment horrible, avec la typo rouge qui a encore évolué pour devenir maintenant une typo littéralement faite de sang. Et donc ça c'est intéressant, qu'il y ait une narration qui se fasse à travers l'évolution de la typo dans tout le combat. C'est vraiment, c'est très très bien fait, c'est très bien pensé. Ça donne une espèce de ponctuation et de logique très visible pour le lecteur et qui fonctionne bien, et qui donc une surcouche de narration quoi. Et ça se voit d'autant plus qu'il y a une évolution progressive de page en page, même parfois il y a 10 pages qui s'écoulent donc entre les évolutions, mais ces évolutions sur le long terme ont aussi des évolutions beaucoup plus directes et directement visibles à chaque fois, ce qui permet donc à tout à chacun, même s'il ne se souvient pas forcément des itérations d'avant, d'au moins voir une évolution sous ses yeux directement. Et d'ailleurs pour parler rapidement du sang, il est extrêmement bien dessiné dans cette BD, et j'aime beaucoup, hein, le sang qui gicle est vraiment parfait, et au niveau de la mise en couleur, il y a 2 itérations pendant la série. Au début de la série, le sang est rouge fluo et opaque, et ensuite il devient gluant et brillant pendant tout le reste de la série. Donc voilà, c'est 2 impressions très différentes, et j'aime beaucoup les 2 manières en fait. Même si on voit qu'ici, l'aspect gluant très identifiable du sang a permis de donner cet aspect narratif à la typo, qui n'aurait pas pu se faire aussi bien avec une couche supplémentaire si le sang avait été juste rouge opaque quoi. Ici ça permet encore une évolution en plus, donc c'est cool. Et ensuite Atom Eve tombe juste avant Conquest avait brisé la jambe du héros et on l'avait vu chuter, ce qui avait permis de faire la scène du duel avec uniquement Eve, et quand c'est au tour d'Eve d'être balancée, on retrouve la même taille et composition de cases, et avec presque le même emplacement dans sa double page respective. Et donc entre ces 2 cases, il y a un écho qui se fait, et qui permet d'introduire et de conclure la scène du duel avec Eve, et de revenir ensuite sur Invincible là où on l'avait laissé. Donc voilà, c'est encore une fois de la narration vraiment très efficace, qui se construit sur des pages un peu
peu éloigné, mais en même temps suffisamment proche pour que le lien se fasse dans la tête du lecteur, qu'il n'ait pas eu trop d'informations au milieu. Donc voilà, c'est vraiment très bien pensé, très bien rythmé, c'est assez impressionnant. Hein. Même si encore une fois, la scène, quand on l'a lu la première fois, moi je sais plus exactement qu'est-ce que j'arrivais à identifier instinctivement pendant ma lecture fluide et rapide de la BD, parce qu'on est à fond dans le récit, c'est vraiment horrible ce qui est occupé de se passer sous nos yeux. Et si on est à fond dedans, j'ai un peu du mal à dire exactement qu'est-ce qu'on identifie clairement dans la mise en scène, même si on est loin de tout se formaliser dans notre tête, en termes de rythme, en termes de forme des cases, etc. Il y a quand même au moins quelque chose qui fonctionne au moins en partie instinctivement pendant la lecture directe, parce que la mise en scène est extrêmement bien faite, extrêmement efficace, extrêmement claire dans ses intentions dans la plupart du temps, quoi. C'est à la fois subtil et à la fois très voyant, donc c'est vraiment un excellent équilibre, je trouve, entre quelque chose d'ingénieux et de didactique, et qui vient donc pas gâcher une lecture en étant trop intellectualisé, et où la mise en page va prendre le dessus sur l'impression et le sentiment que doit ressentir le lecteur avant tout. En gros, la mise en page reste en retrait par rapport à la narration, et c'est très bien. Pendant notre lecture, on peut être impressionné face à la mise en page, mais ça ne va jamais casser le rythme de la narration qui est la priorité. Et donc pour la première fois de ce combat, on a une image placée entièrement sans case, qui se mélange directement avec le fond blanc de la page, et le fond blanc devient ici un fond lumineux, et prend une nouvelle dimension le temps d'une image, ça c'est vachement bien aussi. Ça te rappelle l'existence du fond blanc en lui donnant une nouvelle dimension, c'est vraiment, c'est bien. Le fait de réserver un type de mise en scène particulier à un moment précis permet de le mettre particulièrement en valeur, et ici pour donner un aspect très dramatique, vu que Invincible pense que Eve va mourir dans ses bras. C'est un moment qui interrompt un peu le combat et qui permet vraiment de les faire rentrer tous les deux dans leur bulle et d'être pleinement dans le drame qui est occupé de se passer. Donc il y a à la fois une rupture dans le combat qui est montrée par une rupture de la mise en scène qui est atypique à ce moment précis. Et vu que c'est une rupture, c'est bien justement de le mettre en toute fin de double page, donc qui conclut une double page, car ça interrompt pas le combat vraiment au plein milieu d'un moment, et donc d'un milieu de page par exemple. On accompagne d'autant mieux cette rupture et ce moment précis d'isolement du fait qu'il vient vraiment en fin. Et donc on est moins poussé à directement passer à autre chose, on est davantage invité à s'attarder dessus si on en a envie. On n'est pas aspiré par l'image juxtaposée qui suit, quoi. Et petit détail qui accentue encore cette mise en valeur du fond blanc, c'est le fait que les bulles ont été changées de couleur juste pour ce point précis, et ont été mis dans un ton crème plutôt que le ton blanc habituel pour les dialogues. Et encore une fois, c'est pour mettre encore davantage en relief le blanc de fond. Et après, il y a une page où on prend le temps de ressentir l'horreur de la situation, il y a Conquest qui revient, et sur cette case, il recouvre d'ombre les deux héros, et c'est important de le noter, car Conquest, encore une fois, est le seul personnage qui a un traitement d'ombre noire sur le corps, et ce qui est encore une manière de le déformer, de le rendre plus monstrueux. Et encore une fois, la masse noire le rend graphiquement plus voyant et imposant dans la page, dans l'espace de la page, et Conquest impose ici toute son horreur au personnage, et graphiquement, j'adore aussi la disposition du sang sur son visage, qui recouvre sa mâchoire et le milieu de sa moustache. C'est bien vu comme ça, c'est un truc, il fallait y penser, quoi. C'est un détail mais qui fonctionne extrêmement bien et qui caractérise encore plus le combat et le personnage, je trouve. Une espèce de peinture de guerre très menaçante, surtout qu'il parle souvent de vouloir boire le sang et manger le corps de ses victimes, donc bref, donc il monologue de nouveau et les auteurs vont conclure cette séquence et ce chapitre par une double page et une page normale ensuite, et ensuite ils vont introduire le dernier chapitre et dernière séquence de la même façon, page normale, puis double page. Et donc là, il faut noter que la page unique qui introduit et conclut un chapitre est en fait une obligation matérielle, car c'est comme ça qu'est structuré le magazine de prépublication, si on peut appeler ça comme ça. Les auteurs sont obligés de prendre en compte cette structure, et ça va forcément influer leur narration. Ils ne peuvent pas commencer ou conclure par une double page, à moins de carrément changer la structure du magazine. Et c'est d'ailleurs assez rare, hein, les BD ou même les livres illustrés, qui commencent par une double page. En général, c'est plus une page, avec en vis-à-vis une page vierge ou quasiment vierge, en tout cas qui ne fait pas partie de la narration. Donc voilà, c'est toujours pour rappeler que la BD, c'est un objet physique, et donc la narration est pensée aussi à partir de cet objet physique, et donc il faut jouer avec. Et c'est la même chose par exemple quand des auteurs veulent raconter un passage, si par rapport à leur pagination, etc., ils sont obligés de terminer ce passage à la fin d'une double page, ça va influencer la manière dont ils vont devoir raconter ce moment par rapport à si cette scène avait pu se conclure sur une première page en vis-à-vis, par exemple, une page de gauche. Donc voilà, il y a des contraintes entre guillemets physiques avec lesquelles il faut constamment jouer quand on veut raconter en bande dessinée. Et puis pour conclure ce chapitre, on a donc cette double page vraiment magnifique et terrifiante. On a un portrait en double page qui est vraiment trop bien, c'est trop cool d'avoir ça. C'est vraiment un truc que je pourrais appeler une récompense graphique, c'est vraiment un bonbon, quoi. C'est trop cool d'avoir ce genre de dessin dans une bande dessinée. Et du coup, il y
y a un monologue, et dans ce comics, les phrases en continu d'un même personnage sont mises en scène avec des bulles collées les unes aux autres, comme une espèce d'enchaînement direct. Je précise ça car ce n'est pas du tout une obligation. Dans une autre BD, ce monologue aurait pu être montré avec des bulles dispersées par exemple, donc c'est vraiment un choix de mise en scène. Mais par exemple, les bulles dispersées auraient pu donner un aspect moins froid au texte, et donc peut-être le rendre moins efficace aussi, donc c'est aussi un élément à vraiment prendre en compte. Ou même le texte aurait pu être mis dans une grosse bulle en un seul bloc de texte, un peu indigeste, c'est aussi quelque chose qui peut se faire, hein. Et d'ailleurs qui se fait quand on veut justement montrer un texte qui est censé être ressenti comme indigeste et comme trop bavard pour le lecteur. Donc en gros voilà, c'est toujours cette idée de présence physique de la bulle qui influence sur le ressenti du lecteur et qui peut accompagner un personnage dans son propos. Et donc ici chaque bulle est là pour mettre en valeur la phrase qu'elle contient, être un petit énoncé en soi. Et donc chaque morceau de phrase isolé va être valorisé par la mise en scène des bulles. Et on remarque que la seule bulle contenant un mot unique est entourée de rouge. Et donc il y a une double accentuation de cette partie du monologue, à la fois le fait que ce soit un mot unique et à la fois le fait qu'il soit entouré de rouge. Et le rouge a aussi ici évolué par rapport à la première fois pour être colorisé comme le sang gluant. Et on remarque que sur la première phrase, entouré c'était j'en veux encore, et maintenant c'est vraiment. Et on a donc ici deux fois des phrases ou un mot qui signifie déjà une accentuation de la phrase précédente en soi. Et donc ça, plus le fait qu'elle soit mise isolément, plus le fait qu'elle soit entourée de rouge, tout ça, ça nous vaut une multiplication de petites mises en scène qui vont pousser vers un même effet. Et pour le rendre plus efficace tout simplement. Et donc Conquest remercie Invincible pour lui avoir apporté tant de fun. Et on termine le chapitre en pensant qu'Eve est bel et bien morte. Et le visage hyper tuméfié du héros avec ses larmes qui se mélangent au sang est vraiment très cool. Et donc, cinquième et dernier chapitre de ce combat, déjà le lien pour conclure le chapitre 4 et introduire le chapitre 5 se fait via le vis-à-vis de deux personnages qui se regardent et qui nous font face. Donc voilà, on a deux plans qui se font écho et qui se répondent pour opérer le lien entre les deux chapitres. Et ensuite, du coup, le duel reprend et on a une illustration double page très cool où Invincible transperce le bras mécanique de Conquest. Et on a de nouveau l'utilisation du pli du livre pour accentuer la cassure d'un élément. Et ça, c'est un élément dont on avait parlé avec Drams de la vidéo sur le manga Les Liens du Sang, où le pli du livre va aussi parfois être utilisé ici pour déformer un visage et accentuer le malaise qu'on a face à ce portrait. Donc encore une fois, voilà, les auteurs ont une espèce de cohérence dans ce qu'ils recherchent à faire dans la mise en scène. Ils ont donc une mise en scène qui a de la personnalité et que l'on peut définir par des critères précis. Et ça, c'est assez cool. Et sur les deux pages d'après, la multiplication de gerbes et de gouttes de sang donne un visuel vraiment assez particulier à ces deux pages. Et ici, c'est vraiment frappant, on dirait presque que tout est en deux tons, le gris bleu et le rouge vif sang des onomatopées, ce qui est aussi renforcé par le fait que le décor de fond a disparu, et le combat est vraiment très violent. Invincible arrache un gros bout de chair à Conquest, et comme une des autres doubles pages de combat précédentes, on a vraiment donc la lecture linéaire qui se fait pour comprendre la narration, lire les dialogues, décrypter l'action, etc. Mais aussi l'impression globale de cette double page saute vraiment aux yeux au niveau de sa violence, au niveau de quelque chose de vraiment viscéral, et ça fonctionne extrêmement bien en tant qu'ambiance globale, et que ça a forcément aussi un impact sur notre lecture linéaire, le fait d'être face à cette double page vraiment marquante pour les yeux, quoi. Et du coup, le combat paraît s'équilibrer, et juste après, il y a un renversement de situation et changement d'ambiance des pages, avec le rose d'Atom Eve, et donc le tout prend, grâce à ça, un aspect global moins viscéral. Le rose atténue aussi la couleur rouge, et en plus, les typos redeviennent orange pâle, et on voit la transformation progressive d'Atom Eve qui se termine sur la seconde page, et la transformation relie les deux pages grâce au code couleur et à la forme de la case qui reste la même d'une page à l'autre. Et du coup, cette nouvelle double page où Eve crame le corps de Conquest, on marque la fin de la progression de son pouvoir, avec l'apogée complète de Rose étalée sur deux très grandes cases. Et on voit un Invincible en avant-plan qui fait vraiment mal à regarder, et il est hors de la case, et ça montre à la fois qu'il échappe à la prise de Conquest, qu'il y a Eve qui fait une barrière entre les deux et qui le sauve. Et ensuite, il y a une rupture totale, plus de Rose et retour à des petites cases normales. Et on a aussi le retour des onomatopées rouges et du ton gris-bleu global. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui marquent vraiment la fin de ce moment avec Eve. Et Conquest dit qu'il est encore assez en forme pour le tuer, même si on voit qu'il est encore bien amoché, mais c'est pas encore gagné à ce moment-là, malgré le Deus Ex Machina. Et cette idée est accentuée par le fait qu'il arrête le point d'invincible qui était pourtant valorisé par la mise en scène, avec le gros plan et le fait qu'il vienne depuis dehors de la case. Et donc malgré une position de faiblesse et une mise en scène plus atténuée, Conquest continue de sourire et de dominer. Donc la situation semble toujours en partie désespérée. Et du coup ça fait écho avec cette case bien plus en arrière, où Conquest relativisait aussi un coup
coup d'Invincible avec une mise en scène très proche. Et en plus ce sont toutes les deux des cases qui prennent un strip dans son entièreté et qui sont placées en bas de page. Et ça c'est vraiment du chipotage et c'est pas un truc qu'on se rend compte pendant la lecture. Mais on voit que sur cette seconde itération de mise en scène, Conquest est quand même montré dans une case beaucoup plus étroite, beaucoup plus écrasée. Ce qui peut représenter sa fatigue, sa blessure, sa faiblesse physique à ce moment-là du récit. En contraste toujours par rapport à la première itération. Et on peut voir aussi comme différence que ces deux cases sont inversées au niveau de qui se trouve dans la case à gauche et à droite. Parce que sur cette première case, en fait, qui était mise en vis-à-vis avec une case d'interruption dans la bagarre, on revenait sur le Pentagone. Ici, c'était Invincible qui donnait un coup de poing depuis la droite, et qui était interrompu dans son coup, et qui donc n'amenait pas le regard vers une suite d'enchaînement, contrairement au fait que s'il avait donné un coup de poing depuis la gauche, donc dans le sens de lecture pour accompagner l'œil et le diriger vers la case suivante qui aurait pu montrer un second coup de la part d'Invincible. Tandis que sur cette seconde itération, Invincible donne un coup de poing depuis la gauche, et donc amène davantage à diriger le lecteur vers la suite du récit, vers le sens de lecture, et donc vers un enchaînement de coups. Mais ça c'est vraiment du détail et c'est pas forcément un truc qui est à construire au niveau du sens. Via la comparaison des deux cases entre elles, c'est plus le sens qu'elles ont chacune au moment T où elles se trouvent dans le récit. Et vraiment toute dernière précision, si on veut continuer de comparer ces deux pages un peu plus en détail, on peut voir que dans le strip de séquence qui montre un enchaînement d'Invincible, sur la première c'était montré sur des plus petites cases que sur la seconde, et donc qui ont davantage tendance à montrer des coups qui portent moins que sur le second strip. Mais après là, je ne saurais pas dire à quel point c'est fait exprès de la part des auteurs, s'ils ont poussé le détail jusqu'à ce point-là. Mais c'est possible, hein. Et du coup, juste après, on a deux pages dont les cases sont en miroir, et ça vient renforcer une idée de réponse entre les coups et les dialogues. Et ensuite, Invincible, qui a les deux bras bousillés, redonne un coup de boule. Conquest est déjà bien défiguré, mais il continue de rire et de provoquer. Et sur les deux dernières cases de même taille, les deux visages des adversaires semblent se mélanger, avec les gros plans couverts de sang défiguré. Et puis enfin, on a la dernière double page qui sera le dernier assaut, avec la mise en scène impressionnante, tant attendue, qui va venir à bout de Conquest. Et je parle vraiment de mise en scène, même si bien sûr dans la narration, Invincible assène des coups vraiment puissants. Même s'il y a l'adrénaline et tout ça, il semblait tellement pas pouvoir amocher suffisamment Conquest, que pour moi c'est vraiment avant tout valorisé par la mise en scène, le fait qu'on accepte que Invincible arrive enfin à abattre son ennemi, plutôt que par le pure logique de comparaison de puissance en fait, je trouve. Et donc voilà, cette mise en page est extrêmement cool, je vais commencer par la décrire. On a déjà eu juste avant un premier double enchaînement de coups de boule qui nous prépare et nous aide à comprendre ici d'emblée qu'on est de la prolongation, de la continuité et la répétition de ce même coup. Donc la grosse illue principale est une image qui montre les deux personnages fixes, sans ligne de mouvement ou de multiplication de membres ou quoi que ce soit qui puisse indiquer un mouvement vraiment montré. Ce qui va suggérer un mouvement, c'est d'abord le gros demi-cercle de sang qui relie les deux têtes. Et dans le même temps, on a toutes les petites cases de fond. Alors on ne les lit pas l'une après l'autre comme pour des cases normales, ici c'est plutôt un motif. C'est une répétition de petites séquences de deux cases qui montrent le mouvement d'un coup de boule. Et toutes ces petites cases forment donc à la fois des unités plus ou moins réduites, par groupe de 2, 3, 4, etc. Et sont dans le même temps toutes reliées entre elles pour former un réseau sur toute la double page, et donc avoir une cohérence globale, comme un vrai motif. La grande illue vient donc se mélanger graphiquement à elle, et le tout se complète mutuellement. Et la grande illue montre un aspect de la violence de l'action et détaillée en grand, mais on ne sait pas la situer clairement dans le temps, elle représente le moment de tous les coups de boule dans sa globalité, et en même temps un instant figé comme une photographie. La multiplication des petites cases, elle, montre la répétition, le fait qu'Invincible est pris dans une frénésie où il a perdu conscience de ce qu'il est en train de faire, a répété furieusement et au rythme parfait son attaque, comme une action complètement mécanique, genre tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et donc ici, ni Invincible, ni le lecteur ne pourraient définir le temps que dure cette scène en fait. Et c'est d'autant plus renforcé par le dégradé lumineux qui se fait sur le motif du fond, qui renforce l'idée que ces cases se prolongent de manière indéterminée, et donc potentiellement au-delà de l'espace de la page, et au-delà du nombre limité et calculable des cases, qu'on appréhende de toute façon de leur globalité et qu'on ne lit pas de manière normale. Et qui donc, même si elles sont disposées comme des cases de BD classiques, n'ont pas la même logique. L'idée de perte de la notion du temps est aussi due au fait que le décor de fond a complètement disparu, et donc l'espace où évolue Invincible n'est plus que celui de l'espace des cases, et j'ai même pas ça d'un point de vue méta ou quoi que ce soit, hein, c'est juste en termes que le fond montre un nombre indéterminé de moments, et que c'est sur ça qu'est montré le principal Invincible de la page, et que du coup ça induit une idée d'espace-temps plus qu'ambiguë, qui est l'espace-temps de la BD en fait. Et ce qui fait que toute cette image à la fois se lit comme une BD et ne se lit pas comme une BD, ce qui rend d'autant plus fort cette idée de perte de notion du temps
pour Invincible, parce que nous-mêmes, en tant que lecteurs, on est désorientés et mis dans un mode de lecture qui va un peu dans tous les sens. Et toujours cette idée que les auteurs ont d'être didactiques dans ce qu'ils essaient de montrer, on voit quand même que les 2 premières cases de la séquence de fond sont les 2 seules cases que l'on peut voir clairement et qui n'ont pas été atténuées par quoi que ce soit, et qui permet donc de lire une première fois cette action sur les 2 cases le plus clairement possible pour le lecteur. Et on pourrait même dire que ça ressemble à une invitation pour le lecteur à ne pas lire l'ensemble des cases, du fait que toutes les autres sont altérées. Et donc cette scène est d'autant plus satisfaisante que, comme j'ai déjà dit, cette BD utilise beaucoup la répétition des cases, et de manière plus ou moins satisfaisante, et ici on a une mise en scène mettant très clairement en valeur cette répétition, et ça montre à la fois une cohérence que tous les lecteurs vont remarquer, et beaucoup d'ingéniosité et de réflexion de la part des auteurs, qui partent peut-être de la base d'une contrainte due au temps et à la pression que peut être ce métier quand on publie dans un magazine comme ça, avec un rythme régulier, et sur le long terme. Et donc partant de cette contrainte, ils ont réussi vraiment à la sublimer et à en faire, et à se la réapproprier pleinement pour vraiment montrer quelque chose de très impressionnant et de plus marquant en fait que tout le reste de la mise en scène, et de montrer vraiment le point culminant de toute cette réflexion et ce travail de mise en scène qui a été fait dans ce combat pendant les chapitres précédents. Et donc voilà, pour résumer, c'est une utilisation géniale du mécanisme du temps dans la BD et aussi de la juxtaposition d'images, et qui sont en fait 2 clés essentielles qui font le sel de la BD quoi. Donc voilà, c'est vraiment une espèce d'hommage au médium, moi je le prends un peu comme ça. Et c'est ici à la fois fait de manière logique par rapport à tout ce qu'on a déjà lu de la BD Invincible avant, et en même temps ça reste surprenant, et c'est vraiment une espèce de mélange où une fois qu'on le voit ça tombe sous le sens, et en même temps on reste un peu sur le cul. Et donc ensuite le combat il est fini, Conquest a le visage éclaté, et Invincible est lui aussi tout rouge, et on a une dernière utilisation de la répétition, ici du texte et des bulles qui montre qu'il est essoufflé, ce qui est accentué par les bulles qui vont de bas en haut comme une respiration. Et je vais pas montrer ici les 2 pages de conclusion, je vous laisse voir ou revoir ça par vous-même, c'est pas très important, j'ai pas grand chose à redire de toute façon. Et voilà, c'était un plus long que je pensais à expliquer, j'ai essayé vraiment de faire un truc pas complet, parce qu'on peut toujours gratter plus en profondeur l'analyse de mise en scène d'une BD, et donc vraiment être infernal et passer 1 heure sur une page si on en a envie, hein, c'est possible de se brûler la nouille à ce point là. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions si jamais il y a des trucs qui semblent pas clairs ou même faux, hein. J'ai pas la science infuse, loin de là, mais c'est toujours un peu dur de concilier à la fois le fait de creuser en profondeur, de représenter clairement qu'est-ce qu'une expérience de lecture d'une BD et l'impression que ça fait sur nous et pourquoi ça fait cette impression sur nous, et de quel travail les auteurs mettent en place pour qu'on ait une lecture fluide en fait et agréable, et tout en renforçant leur effet de narration. Et donc voilà, entre le truc de intellectualiser ces mises en scène et en même temps l'expérience de lecture brute, parfois c'est dur de dire exactement où se situe le point de vérité dans l'analyse, et à quel point en fait il y a des trucs de mise en scène qu'on ne peut voir qu'une fois qu'on a vraiment pris le temps de creuser, et que c'est quelque chose qui serait invisible, et même plus que ça, qui ne serait pas ressenti par le lecteur. Mais je pense que si vous avez kiffé la vidéo, et que c'est quelque chose que vous avez envie de cultiver chez vous dans votre des expériences de lecture, à force d'analyser et de chercher à comprendre, c'est quelque chose qu'on repère de plus en plus instinctivement, ce genre de trucs de mise en scène, et donc on les capte de plus en plus rapidement pendant notre lecture de BD normale, donc ça permet de les apprécier, et d'apprécier d'autant plus le récit sans interrompre justement sa lecture, et le fait d'apprécier l'histoire qu'on nous raconte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie pour votre temps de cerveau, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.